Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation d'une distribution Linux qui permet de faire un NAS à partir d'un ancien PC pour pouvoir stocker vos données personnelles chez vous. Et donc, on va commencer maintenant. Voilà. Donc voilà, vous arrivez sur l'installation, vous faites install, vous voyez donc les chiffres vont défiler. Vous choisissez l'option français, bien sûr. Pays français, français. Voilà, ça se passe. Voilà, donc le chargement des composants supplémentaires. Ça, c'est pour la partie basique du système. Télécharger différents logiciels qui vont lui permettre de fonctionner. Détection du matériel, évidemment. Configuration du réseau. Voilà, tout à fait, ça a marché. Donc voilà, on va choisir le nom de la machine qu'on va vouloir donner. Donc ici, on va taper NAS1 pour l'exemple. Vous choisissez le nom que vous voulez. Le domaine, vous pouvez laisser Home. Le mot de passe de super utilisateur. Donc ça, vous mettez le mot de passe que vous voulez aussi, assez conséquent de préférence. Là, on confirme le mot de passe. Là, les composants supplémentaires, toujours. Donc là, il y a plus d'un disque détecté, donc on va choisir celui qu'on veut. Là, c'était le 10 Go. Donc là, il s'installe sur le disque de 10 Go. Il copie les données sur le disque. Les données qui vont servir pour le fonctionnement du système Open Media Vault. Ce système est basé donc sur une administration par page web qui va faciliter les configurations des différents services. Cette distribution est basée sur Linux GNU Debian, qui est assez répandu dans les systèmes serveurs. Il va mettre à jour certains composants. Donc il faut que le PC soit connecté au réseau, réseau internet en l'occurrence. L'installation dure un petit quart d'heure, je crois, de mémoire. Et après, la configuration viendra après. On ira à l'aide d'un navigateur internet sur le PC en question. Alors ici, on avait choisi un disque dur pour l'installation de Pod Metavolt, mais vous pouvez tout à fait le faire sur une clé USB. Dès l'instant que votre PC peut démarrer sur USB, vous pouvez installer Open Metavolt sur clé USB. Donc là, on choisit le miroir pour l'installation des mises à jour. Donc là, on choisit France, bien sûr. Le premier qui vient, ça va très bien. Proxy, il n'y a pas de proxy. On continue. Il télécharge les différentes mises à jour qu'il a trouvées sur le miroir. Alors pour l'exemple, ici, le-
OpenMediavolt est installé en machine virtuelle, hein, mais vous pouvez très bien le faire sur un PC, un ancien PC, hein, il n'y a aucun problème. Ici, c'est pour l'exemple, hein, c'est pour avoir la capture vidéo la meilleure possible. Donc, vous voyez, il installe toujours les mises à jour. J'aurais pu raccourcir ce temps, hein, parce que franchement, c'est un peu long. Donc là, l'installation du gestionnaire de démarrage pour OpenMediavolt, il va s'installer sur le disque dur qu'on a choisi pour l'installation d'OpenMediavolt. Ça s'appelle Groove, hein, en l'occurrence. La recherche de disque d'exploitation, il n'en a pas trouvé normalement. Là, il installe sur le démarrage. Alors, si vous installez OpenMediavolt sur un PC, vous n'êtes pas obligé de prendre un disque dur énorme pour l'installation d'OpenMediavolt, hein. Ça prend très peu de place sur un disque dur. C'est pour ça qu'une clé USB est aussi appropriée. Ça consommera moins en plus. Et pour les disques durs de stockage, là c'est vous qui choisissez. En général, les disques durs de 2 Tera sont assez assez suffisants pour le stockage actuel. Après, ça dépendra de votre utilisation, mais bon, 2 Tera déjà de données, c'est déjà assez conséquent, hein. Ici, c'est d'ailleurs les 2 Tera seront. Enfin, les deux disques durs, parce ils font pas 2 Tera dans l'exemple, mais ça c'est pas grave. Vous, vous, la configuration sera faite en RAID 1 pour pouvoir conserver correctement les données. Donc là, j'essaye de me connecter en route, hein, bien sûr, pour pouvoir accéder au système. Voilà, avec le mot de passe que vous avez tapé précédemment. Donc là, on va regarder l'IP de la machine. Donc là, c'est marqué là en 192.168.1.38. Donc c'est ce qui va nous servir pour se connecter à l'aide de Firefox, hein, ou n'importe quel navigateur Internet de votre choix. Donc là, vous marquez l'adresse IP directement dans la barre de recherche de Firefox. Donc là, 192.168.1.38. Voilà. Alors, le nom d'utilisateur par défaut, c'est admin. Et un mot de passe, c'est OpenMediavolt, hein, comme c'est marqué en bas à droite. Ça, c'est pour la première connexion. Donc là, ce qui va être fait, c'est, on va aller dans les paramètres généraux pour commencer. On va déjà commencer par, non, on va commencer par mettre les certificats d'abord pour pouvoir se connecter après en HTTPS pour la sécurisation de l'interface d'administration. Donc là, la validité, on met 1 an. Le nom commun, on va remettre comme on avait configuré au départ sur l'installation nas1.home. Nom d'organisation personnelle, hein, c'est comme vous voulez. Soit vous mettez votre nom d'entreprise ou autre chose, c'est comme vous voulez. Unité organisationnelle test, ça c'est pour l'exemple, hein. La ville, Paris, hein, on s'en fout. État, province, la Seine, hein. Paris c'est un département. Donc le pays, c'est quand même mieux de mettre la France, hein.
Alors c'est où la France? On va taper France directement. France avec un A, voilà. Adresse mail, voilà, on passe. Donc là, on a créé le certificat. Maintenant, on retourne dans paramètres généraux. Oui. On applique la configuration toujours, hein. Dès qu'il y a un bandeau jaune qui apparaît en haut, là, il faut cliquer sur appliquer les modifications. Donc là, paramètres généraux, on active le SSL TLS. On va choisir le certificat qu'on a choisi, qu'on a créé. Le port 443, ça, vous pouvez le modifier, hein, si vous avez déjà un site qui tourne. Et on va forcer l'usage du SSL TLS pour qu'on puisse se connecter en HTTPS directement. Voilà, donc on retape l'adresse https://192.168.1.38. On va faire quitter la page. Là, donc ça c'est normal, vous faites avancer, ajouter une exception, confirmer l'exception de sécurité. C'est parce que c'est un certificat auto-signé en fait, hein. C'est pour ça que ça fait ça. Mais ça va très bien, ça marche aussi. Donc là, on retourne aux paramètres généraux, on va modifier le mot de passe par défaut. Donc là, on va mettre un mot de passe, bon, pour l'exemple, il est assez court, hein, mais il faut mettre un mot de passe assez fort, hein, pour sécuriser comme il faut votre interface d'administration. Vous enregistrez. On va se sortir de là, normalement. Voilà. Se déconnecter, oui. Et on va se reconnecter avec le nouveau nom d'administrateur, donc ça c'est toujours admin, et le nouveau mot de passe surtout. Voilà. Donc un mot de passe fort, hein, c'est à partir de 8 caractères, hein, et puis lettres et chiffres mélangés avec des caractères spéciaux si possible aussi. Donc là, on va changer l'adresse IP par défaut. Donc là, c'était .1.38 et donc on va modifier. On va passer en attribution d'adresse IP statique. Et on va marquer, il faut rester toujours en 192.168.1. Quelque chose. Là, vous mettez ce que vous voulez. Bon, là, je vais mettre 155. Masque de sous-réseau, ça c'est 255.255.255.0. La passerelle, c'est votre box. Donc normalement, c'est 192.168.1.1 si vous êtes chez Orange. Ça peut être .254 à la fin si vous êtes chez Bouygues par exemple ou Free. Le serveur DNS, donc vous mettez la même chose. Cherchez les domaines, voilà. Ça c'est pour les réseaux dans d'autres locaux, hein, surtout. Et on fait enregistrer, voilà. La configuration a été modifiée, vous devez appliquer les changements. Donc voilà, appliquer. Et donc là, une erreur est survenue parce qu'il s'adressait sur l'ancienne adresse, donc on va rentrer la nouvelle. Voilà, 155, avancer, ajouter une exception, toujours, à cause du certificat auto-signé, confirmer l'exception de sécurité, voilà. Donc là, toujours admin et puis votre mot de passe, hein, bien sûr. Connexion. Donc là, on va aller paramètres généraux. Donc là, c'est fait. Donc réseau, c'est fait. Interface, on est bien à 155. De toute façon, on a pu se connecter sur 155, donc c'est bon. Donc après proxy, c'est si vous avez un proxy, hein, mais ici il n'y en a pas. Donc découverte des services, voilà, c'est par défaut tout est coché. Pare-feu, c'est pour la gestion des entrées et sorties réseau, si vous voulez bloquer des ports explicites, etc. Donc gestion de l'énergie, notification d'abord. Ça c'est pour vous montrer les onglets, hein, mais a priori, ça c'est en fait le système pour vous envoyer des emails en cas d'erreur ou pour les états du serveur. Tâche planifiée, c'est si vous avez quelque chose
à planifier avec votre serveur. Ici, donc ça c'est le gestionnaire de mise à jour d'OpenMinAvault. Il faut décocher le firmware.ADI et aussi firmware.ralink pour que le système se mette à jour. Au moins sur cette version-là, parce que ça crée sinon un problème de paquet orphelin. Donc voilà, l'installation se passe. Si vous êtes bien connecté à Internet, ça marche. Donc j'ai passé un gros bout parce que ça dure assez longtemps, hein, surtout si vous êtes au début. Ah, mon PC s'est. Ah, manifestement, mon PC s'est mis en veille. On va remettre ça comme il faut. Voilà. Et donc là, on finit la mise à jour. C'est bientôt terminé. La mise à jour des certificats. On purge le cache interne. On ferme. Voilà, recharger la page pour avoir les nouveaux éléments. Donc là, Update Management, c'est bon. Mise à jour des préversions, mise à jour maintenue par la communauté. Ça, si vous couchez, si vous avez envie. Pour l'instant, on y va là, comme ça pour commencer. Donc là, les différents disques qui sont dans le PC. Donc là, on va créer notre aide pour pouvoir stocker nos données. Donc là, on va donner un nom. Donc là, je l'appelle Home pour les données. Donc là, hop, on sélectionne les deux disques que l'on souhaite. Là, bon, en l'occurrence, ici, ils font de 15 Go, mais bon, si vous avez mis des disques de 500 Go ou de 2 Teraoctets, ça marche aussi bien, hein. Donc là, vous sauvegardez la configuration. Vous attendez un petit peu que la synchronisation entre les deux disques se fasse. Ça peut durer un bon moment, hein. Si vous avez des. Là, ils font 15 Go, donc ça va être assez rapide. Puis j'ai coupé, je pense, au montage. Voilà. Et aussi, pour les 500 Go et les 2 Tera, la synchronisation peut être assez longue, hein. Il faut prévoir du temps, hein. 5-6 heures, c'est pas trop. Et plus encore si vous avez des disques encore plus gros. Donc voilà, c'est bon, il est clean. Donc on va passer au système de fichiers. On va créer le système de fichiers pour le stockage de données. On utilise Software Red qui est pour notre dossier de stockage de données. On va le formater en ext4, qui est le système par défaut, sur le système de fichiers par défaut de OpenMinAvault. Là, il crée donc, il fait son formatage, il crée ses infos pour le système de fichiers. Là, pour le coup, ça va assez vite. Voilà, ça s'est terminé correctement. Initialisation, il est en ligne. OK. On va monter à l'aide du bouton monter. Et voilà, ça c'est bon pour la partie système de fichiers. Et on applique la configuration toujours, hein. Oui. Appliquer les modifications de configuration pour que le système prenne bien en compte tout ce qu'on vient de faire. Et maintenant, on va passer à la partie utilisateur. Alors, paramètres, on va déjà activer ça. Emplacement pour l'instant, on va ajouter l'emplacement avec le bouton plus sur la droite. Voilà. On va donner un nom. On commence déjà par le périphérique en question, donc qui s'appelle Home, hein. C'est la partition qui vous concerne pour les utilisateurs. Donc on l'appelle Home, hein. Voilà, chemin d'accès, Home, c'est bon. Donc permission, moi je mets toujours utilisateur, lecture, écriture et autres, pas d'accès pour les autres, hein.
c'est pour moi une question de sécurité. Donc on va ajouter l'utilisateur, voilà, ajouter. Le nom, bah, ici on va l'appeler Albert. On s'en fiche. Mot de passe, donc là c'est le mot de passe qui vous servira pour les différentes connexions possibles. Donc vous mettez un mot de passe que vous voulez, hein. Donc la shell, bah, on s'en fiche. On va le mettre dans le groupe. Alors on le met déjà dans le groupe SSH. Si vous voulez un accès SSH à votre PC depuis Internet, hein, c'est bien. Et on en ajoute un deuxième qui s'appellera Vero. Le mot de passe, bah, toujours pareil, hein, confirmé. Voilà. Le groupe, on va interdire aussi à l'utilisateur de modifier son compte. Et le groupe SSH, voilà. Et il est par défaut de façon avec un groupe qui s'appelle Users, hein, qui est le groupe par défaut des utilisateurs basiques pour Linux, hein. Donc après, on va passer au dossier partagé pour sélectionner les dossiers qui vont être partagés. Là, il est déjà en l'occurrence configuré puisque c'est le dossier utilisateur par défaut de d'OpenMediaVault. On active la lecture-écriture pour les deux, hein, de toute façon. Voilà, enregistrer. Parfois la bande jaune là, qui apparaît pour la mise à jour de la configuration peut mettre un peu de temps pour venir. Des fois, bon bah ça enregistre déjà sans que. Et donc maintenant, on va passer à la configuration d'un accès partage Windows. Donc on l'active déjà pour commencer, hein, bien sûr. Le groupe de travail, on laisse trois groupes pour. C'est déjà configuré comme ça. Euh, Alors là, j'ai un petit souci. Home, qu'est-ce que. Ah, oui, alors il y a dû y avoir le petit souci de la bande jaune qui n'est pas apparu. Modifier. Qu'est-ce que. Enregistrer. Utilisateur, qu'est-ce que j'ai pas fait? Albert. Ah, manifestement, le dossier des utilisateurs n'a pas été créé. Donc là, l'emplacement, on choisit d'ajouter l'emplacement. Le nom, bah, toujours Home, hein, c'est sur le périphérique Home. On sélectionne Home. Voilà. Home, dans le nom du partage. Toujours autre, pas d'accès, hein, utilisateur lecteur-écriture, groupe lecture-écriture, je crois, de mémoire, et sinon autre, pas d'accès. Ah, pas de. Il existe déjà apparemment. Annulé. J'ai pas besoin donc de le créer. Je vais aller sur la petite loupe. Il n'y a peut-être pas besoin de la petite loupe, juste la petite flèche. Voilà, home, on home, voilà. Exact, enregistrer. Ce que j'ai peut-être pas dû faire tout à l'heure. Donc la petite bande jaune n'apparaît toujours pas. Bon, on retourne voir dans le partage réseau, donc on le réactive. On active le partage des dossiers personnels, activer la navigation, ça c'est bon. Activer le serveur Win, on s'en fiche. On n'autorise pas l'accès au client sans mot de passe.
La configuration a été modifiée. Voilà, on fait OK. Et donc, normalement, là, on va faire un petit tour par Windows pour voir si le dossier est bien accessible. On va créer un lecteur réseau. Donc là, vous faites connecter un lecteur réseau. Donc voilà, vous mettez l'adresse comme il faut du serveur avec le nom d'utilisateur derrière. On enregistre les données d'utilisateur et voilà. Le dossier, bon ben forcément est vide là pour l'instant. C'est tout à fait normal, il n'y a rien dedans. Donc là, le lecteur réseau est disponible. Bon bah il m'a annulé là d'un coup, hein. Annulé. On va créer un partage FTP aussi. Alors le FTP, il faudrait mieux le laisser en usage local en fait, hein, parce que le problème du FTP, c'est même si vous mettez un mot de passe sur votre compte, sur votre utilisateur, il passe en clair sur le réseau. Donc tout le monde peut l'intercepter comme on veut. Donc il vaut mieux l'utiliser pour soit des accès anonymes sur Internet, ce qui est, je déconseille un peu, soit pour un usage interne. Donc là, le FTP, on entre le nom du serveur, voilà, ça nous demande le nom d'utilisateur, le mot de passe, ok, donc là c'est forcément vide, hein. J'avais dû oublier d'enregistrer un dossier partagé, donc voilà, on met le home hein, comme il faut, on enregistre, appliquer, oui, voilà. Là, on remet le FTP, 92, 168, 155, Albert, le mot de passe. Là, on retrouve notre home donc avec les deux noms d'utilisateurs. Donc là, comme c'est Albert, on clique sur Albert. Voilà, donc il n'y a rien dedans, c'est normal. Et on va essayer de cliquer sur Véro pour voir ce qu'il nous dit. Ah, on ne peut pas, aucun fichier, forcément, puisqu'on est cantonné à notre, nom d'utilisateur sur le serveur. C'est normal. C'est une question de sécurité. Voilà, tout le monde ne peut pas fouiller chez tout le monde. Pour aller sur un autre utilisateur, il suffit de se connecter avec son nom d'utilisateur à lui et son mot de passe. Donc là, on va créer un fichier dedans. Donc là, on remet le partage réseau Windows, Albert, voilà, on renseigne Albert. On va aller faire un petit tour dans LibreOffice pour enregistrer un fichier. Voilà, document writer, on va marquer n'importe quoi, hein, 2, 3, 4, 5, 6, c'est très bien. Enregistrer, on va choisir notre partage réseau. Son nom, c'est très bien. On va fermer. On va regarder qu'il est bien présent dans Albert. Oui, bon, bah non, j'ai pas fait ça en fait. On va regarder sur le FTP si c'est bien présent. Et donc FTP 192, 168, 1, 155. Donc Home, Albert, et là il est bien présent. Et on l'ouvre avec LibreOffice pour voir si c'est bien le bon fichier, et c'est bien ça. Donc là, on ferme le FTP et on va configurer l'accès
Oui, alors là, je navigue en fait dans les onglets du serveur FTP. Et là, on va se connecter, on va créer le service SSH. Donc, il est déjà activé par défaut. On enlève, on désactive la connexion route, hein. Ça, c'est pas bon. Pour la sécurité, il vaut mieux se connecter en utilisateur au départ et se connecter après en route. Donc, la configuration a été modifiée. Voilà. Permettre d'utiliser les SSH, c'est bon aussi. Dans le futur, si vous avez besoin de vous connecter à votre serveur. On va utiliser le programme PuTTY pour faire ça, enfin son homologue pour le SFTP, dans le coup, qui est un protocole sécurisé pour accéder à votre serveur via Internet. Donc là, on ouvre avec le nom d'utilisateur et l'adresse IP, on accepte. Donc là, il nous dit que le nom du... Enfin, on voit bien le fichier qu'on a créé tout à l'heure avec le protocole du partage réseau Windows. Et donc là, on déconnecte. Et donc, c'est fini pour cette configuration basique pour l'instant d'OpenMediaVault. Et je vous souhaite une bonne journée.